Pilote Podcast. Pilote Podcast. Écoutez, comprendre, découvrir, voler. Bienvenue les amis, très heureux de vous retrouver pour Pilote Podcast, ce nouvel épisode où aujourd'hui je reçois Raphaël et Meg. Raphaël qui est pilote de ligne, aujourd'hui on va parler de la ligne. Raph, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va très très bien, je suis content d'être là, après c'est tout ce cool. temps-là. Alors je vais vous expliquer un petit peu le procédé, donc on va commencer avec toi Raph. Et on a fait venir ta compagne parce que pour une fois on va faire une interview croisée où on va parler de ton métier, ta façon de voler, etc. Et puis après on aura la vision de ta compagne, de Meg, pour savoir un petit peu comment elle vit la situation. Exact. Je trouvais que c'était plutôt intéressant. Je te salue aussi au passage, Meg. Oui, salut. En plus, ça va nous changer. On va avoir une voix féminine pour le podcast. On va commencer par les traditionnelles questions. Tu sais un peu comment que ça se déroule. On parle de ton début, de ta façon de voler, et puis après, on parlera de ton métier. Yes. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Raph ? En quelques mots, oui. Raphaël, je viens de la Guadeloupe. Oui. Donc je suis parti, je devais avoir 22 ans de la Guadeloupe, puis j'ai commencé à voyager. Et ce n'est que il y a très récemment, il y a quelques années, que je me suis vraiment lancé à fond dans l'aviation. Ouais. Et que j'ai décidé de passer le pas. Mais ça a été long. On en parlera, mais oui. Alors, aujourd'hui, tu es pilote de ligne. Tu es également instructeur. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces deux côtés très rapidement ? Complètement différent. Complètement différent. La ligne est très, très standardisée. C'est vraiment des checklists à sortir, des façons de faire qui donnent l'impression que le travail est assez répétitif. Ouais. Même si les conditions changent, qu'on vole tout le temps avec des gens différents. Le côté instructeur, moi, c'est celui que je préfère. Ouais. Réellement. D'essayer la ligne, je me rends compte que je prends plus mon pied à voler en tant qu'instructeur qu'en tant que pilote de ligne. Ah ouais. Ouais. Ah, c'est marrant. Ouais. On va y revenir sur ça. Alors, pour reprendre un petit peu la jeunesse, qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui t'a amené dans ce monde de l'aviation ? Comment de la Guadeloupe on se retrouve dans l'aviation ? Écoute, je crois que depuis tout petit, l'aviation faisait partie de moi. Ouais. Réellement. Alors, ce qui se passe, c'est que comme ma mère vient de la France métropolitaine, donc chaque année, pour le mois de juillet, août, on partait donc en vacances dans sa famille, donc ma famille aussi, mais du côté de ma mère, et on prenait l'avion. Et on prenait de très très beaux avions, 747, le plus gros. Ouais. Et forcément, d'un point de vue d'un enfant, c'est incroyable. Et j'en venais à être beaucoup plus excité de juste prendre l'avion que de la destination ou des vacances qu'on allait pouvoir passer, même si on nous disait on va aller à Disney, on va faire ça. Non, c'est l'avion qui m'empêchait limite de dormir la veille. T'étais pressé de monter dans l'appareil. Exactement. Donc pareil avec mon frère, on est très très proches là-dessus et c'était vraiment la partie qu'on préférait. Ouais, d'accord. Donc ça a mis un petit peu le côté aviation en passion, où on regardait beaucoup de vidéos d'avions, on regardait les avions dès qu'on le pouvait. Ouais. Mais c'était resté, alors de par mon cursus scolaire un peu chaotique, c'était resté plutôt une idée comme ça serait bien, mais bon, je les voyais presque comme on pourrait voir je sais pas moi, quelqu'un qui va partir pour une mission spatiale, c'est le haut du haut et moi... Truc inabordable quoi en fait. Truc inabordable, c'était vraiment un rêve, ça pourrait être bien, mais voilà, sans forcément y croire. Ouais. Et donc du coup, tu t'es dit, je vais commencer par l'aviation de loisirs, c'est ça ? Même pas. J'ai complètement lâché le truc. Ah ouais ? De toute façon, quand à l'école, quand on a commencé à me dire, non, c'est clairement pas pour toi. J'ai écouté. Je me suis dit, oui, effectivement, vu mes résultats en maths, en physique, en façon, peu importe la matière. On dégage. Je crois que je me suis dit, non, mais ils ont raison, on va faire autre chose. Puis étant dans les îles, le côté tourisme, après un peu le pas. Après, j'avais ce côté à aimer voyager, à vouloir rencontrer du monde, à faire d'autres choses. Donc, le tourisme, ça paraissait logique. Ouais. C'était vraiment, ok, je vais pouvoir voyager grâce à ça.
Ce que j'ai fait. Je suis parti dans plusieurs pays différents. J'ai travaillé en tant que serveur, en tant que cuisinier, dans l'animation, enfin plein de choses. Et au final, à force de voyager, j'ai commencé à me dire, il y a ce côté aviation qui revient quand même. Je suis vraiment à fond. Et puis, je crois que j'avais vu sur un magazine quelqu'un qui parlait qu'il avait fait steward. Donc, il était dans ce milieu. Puis, il y avait ce côté où il avait une expérience en tant que serveur qui l'a vachement aidé à pouvoir entrer en tant que steward. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je commençais à m'intéresser de plus en plus, à faire des journées portes ouvertes pour savoir un peu comment ça se passait. Et puis j'ai passé mon CCA, qui est le certificat, je me rappelle même plus. L'équivalent du BEA, non ? C'est plus pour les stewards et hôtesses. Donc c'est vraiment la formation qui permet de pouvoir travailler en tant que steward et hôtesse de l'air. Donc je l'ai passé et puis j'ai eu ça en poche. Et donc j'ai été vers la première compagnie qui était pour moi la compagnie de rêve. Et du coup, je me suis préparé, mais pas suffisamment. J'y ai été et je me suis ramassé sur vraiment ce qui était ma bête noire, c'était l'anglais. C'était vraiment ça. Et pourtant l'entretien en anglais était plutôt facile. Maintenant que je le vois a posteriori. Très facile. C'est un test écrit et puis un petit face-to-face où tu te décris. Sans l'avoir bossé, forcément. Je l'ai bossé, mais c'est sûr que partant du niveau que j'avais, c'était compliqué. C'était très compliqué. Et du coup, là, j'ai pris une grosse claque. Je me suis dit, là, va falloir faire quelque chose parce que même l'anglais, même sur une compagnie où le test était vraiment facile, je l'ai pas. Donc là, je me suis dit, il faut partir à l'étranger et il faut apprendre l'anglais. Du coup, t'es parti ? Je suis parti en Australie pendant environ 1 an. Donc ça a tout débloqué. Je suis rentré pas bilingue, mais quasiment. Je pouvais tout comprendre. Et j'ai postulé pour d'autres compagnies, donc cette fois-ci anglaises. Et j'ai été pris par ANR. Donc j'ai commencé comme ça. T'as commencé donc par la porte PNC. Par la porte PNC, c'est ça. Et alors, mais comment tu te retrouves donc en fait en tant qu'instructeur ou même du coup pilote entre guillemets, j'aime pas cette expression, sur les petits avions. Pour moi, il n'y a pas de petits, il n'y a pas de grands avions. Dans les deux cas, il faut les poser. Disons, vu qu'en étant steward, le salaire est un peu meilleur. J'ai pu mettre un peu d'argent de côté et puis commencer à me dire je vais peut-être me prendre des cours, en tout cas voilà. Mais disons, ça a été vraiment la porte où je l'ai poussé, j'ai vu le monde de l'aviation pro, puis j'ai rencontré beaucoup de pilotes. Et j'ai parlé avec beaucoup qui m'ont parlé de leur façon, enfin la façon avec laquelle ils ont réussi à faire à arriver au poste où ils étaient. Et je me suis aperçu qu'il n'y avait pas un type. Autant avant, je pensais qu'il fallait avoir fait maths P, maths sup, avoir fait les grandes écoles, et puis j'avais une façon assez linéaire de voir les choses. Je me suis rendu compte que chacun me racontait une histoire différente. C'est ça qui est super intéressant, justement. C'est ça. On va y revenir parce qu'on a toujours l'impression qu'il y a 1 voire 2 chemins pour y arriver. On va en reparler plus tard. Non, il y en a autant que... Il y a de pilotes. C'est quasiment ça. En vrai, j'ai rencontré des gens extraordinaires, de très très bons pilotes, et qui étaient comme moi, qui avaient des fois un parcours un peu chaotique à l'école, mais qui croyaient en eux et qui ont passé le pas et qui ont réussi. Donc là, ça devient un peu plus réel. Tiens, dis-nous un petit peu comment ça a été perçu par ton entourage quand tu es parti au début PNC et puis ensuite quand tu as annoncé que tu prenais des cours pour apprendre à voler. Ça a été bien perçu? Il y a eu de la peur ou comment que ça... Dans ma famille, ça a plutôt été bien pris. Après, ma famille n'est pas très démonstrative, donc ça va être un peu du « Ah, c'est bien ». Après, j'avoue que le côté devenir steward, c'était « Ah oui, c'est bien, ça te va bien ». Le côté pilote, il y a eu un peu 2 teams. La team de
Sûr. Ceux qui croyaient en toi. Exactement. Et puis pourquoi pas. Écoute, ça a toujours été quelque chose qui t'a passionné, donc pourquoi pas. Ouais. J'ai eu de la chance d'avoir eu mon grand-père qui, lui, a vraiment cru en moi. Ouais. Et qui m'a beaucoup aidé, surtout financièrement, donc pour y arriver. Mais j'ai aussi eu vent de quelques oncles et tantes qui, n'y croyaient pas trop. Puis même quand j'ai eu terminé la formation de pilote, étaient il n'y a pas encore la compagnie, on ne sait pas, il a peut-être dépensé tout cet argent pour rien. Mais bon, après, je pense que tout le monde aura tous des échos un peu différents, des gens qui y croient plus que d'autres. Ouais. Mais bon. Alors tiens, si on fait un petit récap, c'est une tradition chez nous, chez Pilote Podcast, c'est pas discriminatoire, mais c'est vrai que c'est devenu une tradition. Est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu voles? Et alors c'est vrai qu'on aime bien parler de chacun, quel nombre d'heures tu as? Ok, alors ça va faire depuis... je vais dire, ça fait à peu près 7 ans, 7-8 ans que je vole. Ouais. Et ça a été un peu long au début. Ouais. Et j'en suis au total à peu près 1500 heures de vol. Ok, donc depuis 7 ans, donc c'est quand même assez récent au final. C'est assez récent, ouais. Ok. Quelle place donnes-tu à ta passion au quotidien avant d'être pro? Parce qu'évidemment, aujourd'hui, ça prend un peu plus de place. Mais juste avant le passage à être pro, quelle place t'avais? Est-ce que t'arrives... Il y en a certains qu'on reçoit qui ont un peu de mal à faire la rupture et qui sont un petit peu tout le temps à regarder des vidéos d'avion, etc. Toi, quelle place ça prenait? J'entends que ça rigole. Et du coup, est-ce que tu arrives à faire cette cassure ou pas? Écoute, il y a eu des moments où c'était vraiment que ça. Mon feed YouTube était que des avions. Que des avions. Et tout le temps que je pouvais passer, c'était soit sur un bouquin, soit dans un avion, soit sur YouTube. Et c'était vraiment que ça. Ouais. Après, il y a eu la formation qui a commencé, qui est assez intense, où là, tu te réveilles avion, tu manges avion, et tu dors avion. C'est vraiment très intense, mais très, très jouissif. En vrai, on fait ce qu'on aime. Et il y a eu un moment où je pouvais plus. Ouais, c'est ça, il y a une saturation. Il y a eu une saturation. C'était sur la fin de ma formation pro. Ouais. Où là, je pouvais plus voir un avion. Un avion. C'est-à-dire qu'une petite vidéo qui passe sur mon feed Instagram ou YouTube, c'était direct, je swipe. Ah ouais. On passe. Vraiment, il y a eu un trop-plein. Ouais. Mais je pense qu'en ayant parlé avec beaucoup de pilotes, il y en a beaucoup qui l'ont ressenti. Ouais. Où il y a eu un moment où c'était trop. Limite, on se demande, mais est-ce que j'aime toujours ça? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Ouais. Est-ce que finalement c'est vraiment fait pour moi? Parce que vraiment là j'en suis au point où tu satures complètement. Je crois que j'aime plus ça. D'accord. Et alors comment on arrive à... Du coup, la question... je crois qu'il faut juste se laisser un peu de temps. C'est ça. Ouais. Juste ça un peu de temps et puis accepter le fait que voilà, là on a passé... c'est le trop plein. Il faut se laisser du temps, faire d'autres choses parce que c'est ça le truc, c'est de faire pendant autant d'années que ça. Finalement, on se rend compte que sur les autres choses, on ne faisait plus rien. Et faut trouver l'équilibre entre les deux. Mais ça se fait assez facilement. Mais voilà, ça a été... Il y a eu plusieurs phases. Là, aujourd'hui, je pense que je trouvais un peu une balance en le faisant de façon professionnelle, en ayant un peu le côté plaisir, justement, avec l'instruction. Ouais. Qui est vraiment... Aujourd'hui, tu arrives bien à segmenter, à faire la part des choses. Bon, après, il faut quand même que j'arrive à laisser un peu de place pour d'autres choses. Exactement. Et la Mégane en parlera mieux que moi. Mais j'essaie entre le travail, un peu le plaisir aussi à deux. Oui. Qu'on peut avoir, et puis les autres choses. Ok, alors avant de passer directement aux questions un peu plus pro, sur ta vie pro, une dernière question. Alors peut-être pas forcément en pro, on va peut-être rester sur le côté loisir. Quelle sensation tu as quand tu voles? Il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, qui disent, qui expriment en fait le fait de pouvoir décompresser, de se dire à chaque fois je laisse mes problèmes au sol. C'est vrai qu'une fois en l'air, il y a quand même cette magie qui fait que d'un coup... Il y a un peu ça, ouais. Il y a vraiment ce côté... je crois qu'il a changé aussi un peu au fil du temps. Forcément. Mais c'était vraiment le truc de... je suis en l'air.
Il y a plus rien qui m'atteint autant que... C'est vraiment comme un point de vue un peu différent. C'est ça. Où tu vois les choses de haut. Ouais. Tout bouge un peu plus lentement. En tout cas, tout ce qui est au sol bouge un peu plus lentement. Puis t'es concentré sur d'autres choses. T'as toute la communication, t'as tous les instruments, t'as tous les checks à faire. Ouais. Et du coup, c'est vraiment une bulle où t'as l'impression d'être libre. Et je mets des guillemets. Parce qu'on ne l'est pas complètement. Pas complètement. Il y a la rigueur qui fait qu'il faut respecter pas mal de choses. Mais concrètement, on peut aller n'importe où. Il n'y a pas une route bien définie et on peut bouger un peu en gardant le côté sécuritaire. Mais voilà, une liberté et puis des points de vue qui sont magnifiques. Ouais. Vraiment, moi j'ai commencé en Grèce, ma formation. Ouais. Donc, c'est autre chose que les plaines de Champagne, c'est ça qui... Ah, il y a de belles choses aussi à Reims. Ouais, c'est pas la même, ça je le comprends. Bon, allez, parlons un peu plus du côté pro maintenant. Donc, t'es pilote de ligne, comme on a dit récemment. Alors, la première question, c'était comment le devient-on ? On a compris que toi, tu es passé justement par le parcours PNC. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Peut-être, par exemple, brosser un petit peu les façons dont on peut le devenir, par exemple. On parlait qu'il y a 1000 façons. Ouais, c'est ça, ça va être compliqué de donner toutes, mais en tout cas, les grandes lignes. Ouais, c'est ça, les grandes lignes. On sait que beaucoup passent par l'ENAC, si je me trompe pas. Voilà, mais c'est pas une fin en soi, et on peut également passer par les clubs. Est-ce que on peut développer un petit peu ce côté-là, parce que c'est vrai que ton côté d'avoir passé par le côté PNC, c'est aussi atypique, et c'est bien d'en parler, parce que c'est encore une troisième façon. Ouais, non, c'est ça. Donc, moi, je dirais il y a 3 voies. Ouais. Il y a l'armée. Oui, c'est vrai. Donc, où là, on ne paierait pas. On commence une carrière, mais il faut faire la carrière dans l'armée et puis après passer dans le commercial. Et puis, il y a 2 autres voies. Ouais. Donc, en fait, ça va vraiment être en fonction de est-ce que j'ai le temps ou pas. Est-ce que je dois continuer à travailler ou pas. Ou est-ce que j'ai l'âge de pouvoir partir ou pas. En fait, vraiment, c'est en fonction. Donc, il y a le côté modulaire et intégré. Ouais. Côté intégré, c'est celui que j'ai fait. Où là, on rentre en école et on ne fait que ça. Ouais. C'est vraiment, on te prend de A à Z et puis on te forme pour devenir pilote et tu as toutes les qualifications. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Oui. Par contre, c'est un peu plus cher. Et encore, ça dépend combien de temps on prend sur le côté modulaire, mais disons, ça permet en très peu de temps d'être formé et de pouvoir partir. Okay. Moi, c'était l'idéal, parce que j'avais de l'argent de côté, et ce que je voulais, j'approchais, j'étais bien dans la trentaine, et je voulais que ça soit le plus rapide possible. Okay. Et après, il y a le côté modulaire, où là, en fait, comme le nom l'indique, c'est par module. Donc, toutes les formations qu'on va passer en intégré, c'est quasiment la même chose, mais là, on va le faire bloc par bloc. Donc, on va faire un examen à chaque fois. À chaque fois qu'on termine un bloc, on fait un examen. Alors que le côté intégré, c'est un examen final. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment en fonction des bourses, en fonction du temps qu'on a à mettre pour ça. Et il n'y en a pas un meilleur. Ouais. Il y en a beaucoup qui viennent me demander, mais du coup, tu me conseilles quoi ? En vrai, c'est en fonction de comment tu le sens, c'est quoi tes besoins, c'est quoi, quel temps tu peux y mettre, quel financement tu peux y mettre. Chaque personne sera différente. Le côté modulaire, il peut aussi s'acquérir via les clubs, du coup. Exactement. Donc là c'est un petit peu à la carte. On fait vraiment à la carte, c'est vraiment comme on veut. Donc on peut commencer dans un club, parce qu'on a un club juste à côté qui forme au PPL, et on peut commencer à monter nos heures. Et puis après partir pour une autre école en se disant, là le CPL ça pourrait être pas mal, c'est pas trop loin. Et puis j'en connais qui ont fait ça, qui ont en aéroclub, puis après ils sont partis dans une autre école. Et puis après, ils sont partis pour l'IFR dans un pays où justement les conditions étaient moins bonnes. Moins bonnes justement pour faire du IFR. Et du coup, faire du vrai IFR. Ouais. Parce que moi, l'IFR en Grèce, tant dire que... Tu l'as fait avec les lunettes. C'est ça. Mais voilà, ça permet vraiment de le faire sur les écoles qu'on veut, avec les prix qu'on veut. Donc on peut comparer les différentes écoles. Donc...
Il y a des écoles pour le CPL, ça coûte tant, et d'autres qui sont moins chères, plus chères. En fonction de si on est mobile ou pas, ça peut être intéressant, vraiment. Ce qui est vraiment intéressant, c'est vraiment l'élément sur lequel je voulais qu'on appuie, c'est qu'en fait, effectivement, on peut y aller de plein de façons. Exactement. Faut pas se bloquer à des stéréotypes. Tu vois, on parlait souvent, par exemple, en club, le fait d'être bon en maths. Moi, je l'ai entendu énormément. Il faut être hyper bon en maths pour être pilote, etc. Et finalement, on se rend compte que, bon, alors oui, il faut des bases quand même. Disons, même si on les a pas, moi, ce qui était le cas, j'avais aucune base. Parce que t'as réussi à les acquérir. Finalement, c'est ça. Il faut quand même les acquérir. Donc, ça a été du travail en plus de tout ce qu'il y avait à faire. Donc, il a fallu que je me remette dedans. Puis, c'était compliqué de comprendre parce que, oui, il y a des formules, faut les répéter. Mais finalement, quand t'as pas la logique maths, c'est compliqué. Un peu plus compliqué. Ouais. Mais disons, c'est pas impossible à partir du moment où on commence à bosser. Et puis, il y a un fabuleux outil qui est YouTube avec des gens incroyables et qui expliquent mais bien mieux que tous mes professeurs ont pu m'expliquer. Et ça m'a aidé. Après, c'est sûr qu'il y a le goal qui est derrière et qui pousse à sortir de sa zone de confort et puis à faire de son mieux. Ouais. Mais oui, faut les bases. Alors tu dirais, tiens, une question comme ça, tu dirais il vaut mieux être, quitte à tordre le cou à tous les stéréotypes, vaut mieux être bon en maths ou bon en anglais? Parce que moi souvent j'entends les deux. Est-ce que finalement il ne faut pas être presque meilleur en anglais qu'en maths? Ou est-ce que... tu vois. Je pense. Disons, mais c'est bien, au moins Je vois du côté professionnel, en ligne, vaut mieux être très bon en anglais. Ouais, mais c'est ça. Bon en maths. Parce qu'aujourd'hui, on a des tablettes, on a les téléphones, on a tout ce qu'il faut pour faire des calculs. Mais pour passer, en tout cas, la théorie, c'est peut-être mieux d'avoir un peu les deux, parce que du coup, les questions vont être en anglais, il faut les comprendre, il faut pouvoir comprendre toute la complexité des mots. Il faut savoir que c'est des mots anglais, mais techniques. C'est ça. Donc, très spécifiques. Le fait d'être bilingue, en tout cas très bon en anglais, va pas forcément aider pour la théorie parce qu'on va apprendre beaucoup de mots. Mais du coup, ça s'apprend. Alors que les maths, disons, c'est un plus, en tout cas pour la théorie, de l'avoir déjà. Qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu aimes le moins dans ce métier de pilote de ligne aujourd'hui avec le recul? Quels sont sans faire un tableau plus-moins, mais une ou deux choses où tu te dis ça c'est vraiment le truc qui me fait vibrer, et peut-être une ou deux choses où tu dis ça je m'y attendais pas et finalement c'est peut-être ce qui m'intéresse le moins, sans que ce soit un point négatif pour autant, tu vois. Mais est-ce qu'il y a deux petites choses différentes? Ce que je vais aimer le plus, ça va être le fait de rencontrer du monde. Alors, moi je suis dans une grosse base, donc on va rencontrer du monde assez souvent, ce qui est hyper intéressant. Ça peut être aussi dans les moins, parce qu'il y a des fois on aimerait bien revoler avec des personnes qu'on a vraiment appréciées, et puis finalement ça se fait qu'une fois ou deux dans l'année, et finalement c'est un bon côté puis aussi un mauvais côté. Ça peut être un mauvais côté. Après, tout dépend de la compagnie. Même pour la compagnie pour laquelle je travaille, il y a des bases qui sont plus petites. Du coup, on vole plus souvent avec les mêmes personnes, mais c'est vrai que moi, je suis dans la plus grosse base de la compagnie. Du coup, c'est un bon feeling. Bon, tu sais que c'est peut-être pas demain. C'est pas demain qu'on va voler, ou alors c'est très très rare. Dans les mauvais côtés, ça va être vraiment être loin de chez soi. Alors, si j'ai la chance d'avoir la base que je demande, ça pourrait être parfait. Mais aujourd'hui, je suis basé à Dublin. Ce qui est loin versus Reims. Ce qui est pas le pire. Je connais des gens qui font beaucoup plus de kilomètres, et encore, moi, je m'estime heureux que ça soit Dublin, parce que je peux rentrer quasiment tous les jours. Peu importe le jour, il y aura à peu près 3 vols par jour, donc ce qui est très très bien. Mais il reste la route entre Beauvais et Reims, donc ça va être vraiment le plus dur. Quelles seraient pour toi les meilleures qualités, les qualités pour répondre le mieux au poste de pilote de ligne? Si tu devais choisir comme ça, les trucs qui te sautent le plus à l'esprit, tu vois. Je pense que ça va être au niveau humain. Savoir y faire avec l'humain. Parce que réellement, l'aspect technique est là, mais encore
facilité avec tous les outils qu'on peut avoir, la tablette et tout. Donc finalement, être bon en maths, c'est un plus, mais ça fera pas la différence. Par contre, savoir communiquer avec la personne qui est à côté de toi et de façon safe, ça, je pense que c'est vraiment le plus important. Juste savoir comment poser sa voix, comment demander les choses sans être agressif. On est bloqué dans un... c'est ça, dans un tube. 1,5 mètre carré. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est pas énorme. Et puis, comme je t'ai dit, on rencontre du monde en permanence. Donc c'est toujours des gens qu'on connaît pas. Puis savoir s'adapter du coup à chaque personne, chaque caractère. Je pense que quelqu'un qui s'adapte facilement aura beaucoup plus de facilité dans le métier que quelqu'un qui est un peu bridé et qui voit les choses d'une façon et on fait ça comme ça. Tu dirais que le facteur humain a même une place plus importante que le pilotage ? Oui. Tu peux être, par exemple, si tu es un excellent pilote, on va prendre l'extrême, tu es un excellent pilote, mais tu es médiocre en termes de relations ou le côté humain. C'est même là où tu peux créer justement le problème, ou en tout cas l'accident ou l'incident en vol. Tu peux avoir des gens qui sont incroyablement bons. Il y a eu des accidents je pense à l'accident qui s'est passé à Tenerife, qui a été le plus meurtrier, donc des 747 qui se sont rentrés dedans, où là c'était clairement le côté humain qui n'a pas fonctionné. Et alors, à l'inverse, est-ce qu'on peut se dire que le fait finalement d'être un peu moins bon pilote, parce que j'imagine qu'il y a des standards en termes de qualité de pilotage vraiment entre guillemets, être moins bon pilote mais avoir un très bon côté humain, un très bon facteur humain, finalement est plus adéquat et plus recherché. Exactement. Ouais, ok. Et c'est pour ça que les compagnies, justement, sur les entretiens, font plus attention à ce côté-là, plutôt qu'au côté pilotage. Au côté pilotage en lui-même. Si on reprend, quand j'ai passé les entretiens chez Ryanair, mon côté pilotage n'était pas incroyable. D'accord. J'ai même cru à la fin que c'était mort, ça le ferait pas. Et finalement, c'est le côté humain qui a joué dessus, en tout cas sur les entretiens que j'ai passés en face-to-face. Ouais. Où là, j'en suis sûr, c'est ça qui m'a aidé à passer. A joué, pas le simulateur, même s'il n'a pas été catastrophique, mais en tout cas j'étais pas forcément très content de ma performance à la fin et puis simulateur. On peut se dire qu'une capacité de pilotage, à la limite, ça se rattrape, ça s'apprend. C'est ça. Que le côté humain, si tu ne l'as pas, c'est compliqué de venir l'apprendre. Et c'est ça, c'est le feeling est un peu compliqué à avoir. Et explique-nous, tiens, l'envers du décor. On va rentrer dans le vif du sujet. Une journée type. Comment que ça se passe chez toi ? Alors, on va dire à partir du moment où tu sors de la voiture et que tu arrives à Dublin. Du coup, j'arrive à l'aéroport, puis comme tous les passagers, je vais passer la sécurité. D'accord. Donc c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de passe-droit ou parce qu'on est pilote, on a le droit à emmener plus de choses ou disons peut-être en fonction des aéroports, les liquides ça va peut-être être un peu plus facile. Ok. Mais voilà, c'est les mêmes restrictions qui sont pour les passagers qu'on applique. Une fois passé la sécurité, du coup je vais rejoindre mes collègues à la porte d'embarquement. Ok, donc tu sais déjà en amont, tu n'apprends pas le jour même où tu vas. Non, on le sait en général un mois à l'avance. On a les vols qu'on aura. Ça peut changer, mais on a une tablette sur laquelle on a tous les vols et du coup on a toutes les informations. Ok. Donc tout le côté où je vais me préparer pour le vol, ça va se faire en amont. En général, je le fais en buvant un café chez moi ou à l'aéroport où je regarde un peu le vol qu'on va faire, les conditions météorologiques, s'il y a des notames, toutes les informations. Ok. Et puis là, je rejoins donc mon collègue à la porte d'embarquement. Ok. Et puis là, on va mettre un petit peu toutes les informations qu'on a prises, on va les mettre en commun. On va les mettre en commun. Donc c'est surtout pour parler pour le fuel, de combien d'essence on va emmener pour ce vol. Donc on va reparler de la météo, de qu'est-ce qu'on pense qui serait le mieux, est-ce qu'il y a des notames sur l'aéroport de départ ou d'arrivée qui pourraient faire qu'on ait à prendre plus de kérosène. Ok. On fait la synthèse de tout ça et puis on s'accorde sur combien de fuel on prend. Ok. Une fois que ça c'est fait, on va rentrer donc dans l'avion. Ouais. Là on va rejoindre nos collègues stewards et hôtesses. Ouais. Et on va faire un petit briefing. Donc simplement pour donner un petit peu la tendance du vol, comment va être la météo, ce qu'on s'attend
à l'arrivée, quelles sont les difficultés qui pourrait y avoir pendant le vol, si on a, je sais pas, ça pourrait être quelqu'un de... j'ai que le terme anglais, c'est deported. C'est quelqu'un qui ne peut pas rentrer du coup dans le pays qui va être ramené. Okay. C'est un petit peu particulier. Les procédures sont un peu particulières. Donc c'est pas un criminel, mais c'est juste que défaut de visa. Des fois, c'est juste des gens qui n'ont plus leur passeport ou quoi que ce soit. Donc on les ramène. Mais du coup, il y a des procédures un peu particulières. Et donc on fait un briefing. On va décider de qui va faire quoi, et puis une fois que c'est terminé, à ce moment-là, on rentre dans le cockpit. Donc ça se divise en deux. On est deux dans le cockpit. Il y en a un qui va faire donc le vol, et l'autre qui va monitorer, qui va juste être là pour voir que tout est bien fait et s'occuper de la partie communication. Donc on va prendre le cas de je fais le vol. À ce moment-là, je rentre toutes les informations dans l'ordinateur de bord. Et puis après, avec l'autre personne, on va juste cross-checker que tout soit bien fait. Et on va se faire un briefing sur ce qu'on s'attend pour le départ, sur les conditions, s'il y a en termes de sécurité, des choses sur lesquelles on devrait s'attarder. Et à ce moment-là, une fois qu'on a tout rentré, qu'on a fait tous nos briefs, qu'on reçoit donc l'emport de tous les bagages, du fuel et tout ça, à ce moment-là, on va commencer à démarrer les moteurs. Et on part pour le vol. Donc en général, on s'échange les rôles. Donc il y a une première personne qui va faire le premier vol. Puis après, ça va être la personne qui monitorait qui va faire le retour. Ça switch. On fait jusqu'à 6 rotations par jour. Ça, c'est le maximum. Je ne l'ai jamais encore fait, mais dans la compagnie, ça peut être fait. En général, c'est 4 rotations. Donc on part de... Donc moi, c'est Dublin. Et on va quelque part. On revient à la base. Et après, on repart autre part. Et on revient. Donc c'est 2 destinations. Mais qui se font en 4 vols. 2 vols en tant que pilote aux commandes. Et 2 vols en tant que pilote qui monitore. Et en gros, une journée type, elle commence et elle finit à quelle heure Tu sais quand tu commences, tu sais pas quand tu finis. Exactement. Et même le commencement, il y a des fois, ça... tu sais à quelle heure est censé partir l'avion, après l'heure à laquelle il va vraiment partir. Dans ma compagnie, en fait, on a 2 semaines. Une semaine où on est du matin et une semaine où on est du soir. Semaine du matin, ça peut commencer ou plutôt à 5h du matin. Et ça peut terminer tu sais pas. 2, 3, 4. Mais alors l'adaptation physique, elle se fait comment? Elle se fait bien? C'est compliqué au début? Elle est dure. Au début et à la fin, elle est dure. Non, on s'y habitue. Je crois, en ayant parlé avec mes collègues, on s'y habitue jamais. C'est compliqué de passer du matin au soir. Parce que quand on est du matin, on termine vers les 3-4 heures de l'après-midi. Au maximum. Et puis donc on commence à 5h du matin, et quand on est du soir, on va commencer à 3h de l'après-midi, on va terminer vers les 3h du matin. Encore là, c'est au maximum. Mais du coup, oui, c'est ça, c'est d'une semaine à l'autre, il faut changer de rythme. Donc le rythme du soir est pas trop compliqué. C'est plus le rythme du matin. C'est plus le rythme du matin où là, quand on sort de nos jours de repos, on a pris l'habitude d'aller se coucher vers les minuit, 1h du matin, forcément. Et là, c'est plus dur. Le premier jour où on commence du matin, on s'est couché à minuit, il faut se lever à 3h du matin parce que il faut se préparer, il faut prendre la voiture pour aller à l'aéroport, il faut passer la sécurité et tout. C'est compliqué. Donc, en général, le premier jour, je suis chanceux si j'arrive à dormir plus de 3 heures. Mais est-ce que ça joue sur la qualité du vol, ça, finalement? Forcément, ça joue un peu. En général, moi, je le dis au commandant de bord avec qui je vais voler, en lui disant voilà, c'est mon jour 1. Je n'ai pas volé énormément, donc si jamais tu vois quoi que ce soit, n'hésite surtout pas à me le dire. Si tu sens que voilà, il y a des choses que je manque. Puis même moi, si je sens sur le vol qu'il y a des choses que je manque trop ou j'arrive pas à me concentrer, à ce moment-là, je peux prendre la décision de m'arrêter là et d'appeler un autre pilote qui pourrait prendre la place. C'est compliqué à faire.
Ouais, mais c'est pas quelque chose. Faut quand même le réfléchir. En général, on prend un très très gros café et ça passe. Oui, et puis le deuxième pilote est aussi là pour t'aider. C'est ça. Il y a ce côté-là avec toutes les choses qu'on doit faire et se vérifier l'un l'autre. Où finalement, il y a aussi la routine qui fait que même fatigué, on fait les choses sans forcément y penser, ou en tout cas, ça ne demande pas d'efforts particuliers. Ouais. Effectivement. Mais voilà, le fait d'être deux, c'est plus rassurant. Ouais. Alors tiens, on va aborder un sujet qui m'avait été... je pose toujours des questions à des personnes qui sont complètement étrangères au sujet. Ça me permet d'avoir un œil neutre. Une question qu'on m'a posée, c'est est-ce que vous êtes préparé... Alors tu vas probablement me répondre que oui, mais du coup, il faudrait que tu développes un petit peu. À des situations, on va dire, un peu plus stressantes ou compliquées à gérer. Est-ce que vous êtes formé à ça? Et est-ce que tu as déjà vécu à aujourd'hui ce type de situation? Alors oui, on est formé à ça. Ouais. On passe un check donc tous les 6 mois. Ok. Où on va reprendre toutes les situations possibles qui pourraient vous arriver. Pourraient nous arriver. Ok. Donc on les fait pas toutes tous les 6 mois. Ouais. Mais en tout cas tous les 6 mois on va voir 2, 3, 4 situations particulières. La dernière que j'ai faite, c'était sur le détournement. Ok. Donc quelqu'un qui prend le contrôle de l'avion, mais côté cabine. Où du coup, qu'est-ce qu'on fait? Comment on communique? Comment on se déroute? Comment on fait les choses? On a eu un feu dans le cockpit. Ok. On a eu un feu à l'arrière de l'avion. Ouais. On a eu une situation où on devait se poser en mer. Ok, un amérissage. Un amérissage. On a eu quelques pannes, donc ça peut être des pannes mineures. Oui. Où quand on prend la checklist, elle nous dit simplement continuer. Ok. Ou ça peut être des checklists un peu plus longues. Il y a pas mal de steps à faire. Et puis on a le basique où on va faire une approche sans visibilité. Ok. Une approche avec un moteur qui nous lâche. Qui nous lâche, ouais. Et puis plusieurs approches où on va cette fois-ci voler manuellement. Donc à chaque fois, tout ça c'est fait vraiment manuellement pour que ça représente, dans le cas où on a perdu l'automatisation, ou voilà. Faut pouvoir. Puis c'est aussi une façon de pouvoir, de façon safe, réellement voler à la main, plutôt que d'utiliser les automatiques qui sont dans la vraie vie beaucoup plus utilisées pour des raisons de sécurité. Et du coup, est-ce que tu as vécu réellement une situation un peu délicate à aujourd'hui? Non. Non. Le ciel est plutôt safe. C'est cool. J'ai déjà volé avec des command bord très expérimentés et à qui j'ai posé la question, qui jamais n'ont eu quoi que ce soit qui se soit passé dans leur vol. C'est cool, mais c'est hyper rassurant. C'est rassurant. C'est très rassurant. Un grand nombre de pilotes, en tout cas de ce que j'ai pu retenir sur internet, et j'ai pas mis le pourcentage, mais exprimer que finalement piloter le pilotage pur n'est plus vraiment au centre du métier, mais la plupart caractérisent ça comme une surveillance d'action. Une surveillance que les automatismes se fassent bien, comme on l'évoquait là sur la dernière question. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que tu dirais ça? Oui et non. Disons, on vole pas de la même façon. Ouais. Disons, on vole avec l'autopilote. Ouais. Donc, il y a différents modes. C'est ça. Mais disons, on a quand même la main dessus et on va vraiment aller chercher. C'est pas juste on rentre les points et on rentre l'approche. En vrai, l'approche, on a donc une carte qui nous donne des altitudes à respecter. Ouais. Mais là-dessus, il y a le contrôleur aérien qui, lui, va donner d'autres... changer toute la donne et qui va nous donner des routes un peu plus directes, ou au contraire, il va nous faire attendre quelque part, puis revenir. Puis finalement, on va se retrouver... moi, la façon dont je l'explique, c'est l'avion va essayer d'aller donc du point le plus haut au point le plus bas, et va essayer d'aller sur une ligne qui lui permette d'être avec le moins de gaz possible. Ok. Et il va essayer de planer le plus possible. Et puis voilà, c'est le côté où on va dépenser le moins d'argent avec le fuel. Ouais. Et là-dessus, il va y avoir des restrictions. Soit l'aéroport qui va nous demander d'être plus haut ou plus bas. Ouais.
ou du contrôleur aérien qui va nous demander, pour des raisons de croisement ou d'autres avions, de se placer plus bas que prévu. Et nous, on va en fait gérer en utilisant différents modes au niveau de l'autopilote qui vont nous faire descendre plus vite ou moins vite. Donc on a les speed brakes, qui sont des aérofreins qu'on va venir tirer, ou alors justement essayer de descendre le plus doucement possible pour continuer à descendre, mais garder le plus d'attitude le plus longtemps possible. Tu dirais, tiens, par souci d'économie, est-ce qu'un contrôleur va avoir tendance à plus vous faire descendre que monter, du coup, ce qu'on imagine assez facilement, qu'on va consommer plus d'énergie à monter plutôt qu'à descendre. Est-ce qu'un contrôleur pourrait vous dire je vais plus le faire descendre du coup que le faire monter? Ah non, ils vont avoir peut-être tendance à nous garder plutôt haut plus longtemps. En général, bon après c'est assez réfléchi. Y a des aéroports qui ont leur carte avec disons l'approche standard. Et là-dessus, en fait, ça va être surtout les autres trafics qui vont faire qu'ils vont peut-être nous garder un peu plus longtemps, ou au contraire, ils vont nous demander de descendre un petit peu plus tôt que prévu. Mais voilà. Alors au regard de l'actualité, c'est vrai qu'en ce moment, quand on regarde l'actualité, on a un peu l'impression qu'il y a un avion qui se casse la figure tous les jours. Non mais c'est vrai que ça peut être anxiogène et je le comprends. Toi, étant complètement dans le milieu, est-ce que tu dirais que l'aviation aujourd'hui est toujours plus safe, ou ça correspond un petit peu avec ce qu'on voit dans l'actualité? Moi, j'aurais tendance à dire que oui, forcément, on en voit de plus en plus, donc c'est qu'il y a plus d'accidents qu'avant, mais les chiffres ne disent pas la même chose. Les chiffres disent que dans l'aviation, ça reste quand même le moyen le plus sûr, et qu'il y a de moins en moins d'accidents, ou en tout cas, à chaque fois qu'il y a un incident ou un accident, il y a quelque chose qui est fait pour essayer d'améliorer. Pour éviter. On entend plus parler, peut-être aussi parce que maintenant, au niveau des médias, on est plus développé et on arrive à avoir l'information directement dès qu'il se passe quelque chose. Et aussi parce qu'il y a beaucoup plus d'avions. Il y a de plus en plus d'avions dans le ciel de jour en jour. Donc forcément, on va entendre peut-être plus souvent. Mais ça reste un cas. Et encore, quand il y a un accident de bus, je sais pas moi, au Pakistan ou en Russie ou quoi que ce soit, on n'entend pas parler. C'est ça. Alors qu'un accident d'avion, peu importe dans le monde, c'est tout de suite c'est monté du doigt, que ce soit peu importe le pays dans lequel ça se passe. Donc il y a cette sensation où on se dit mais mince, ça arrive quand même, mais il y en a un tous les... C'est ça. Et pour reprendre une statistique que j'avais vue il y a pas longtemps, vous avez 1000 fois plus de chances de vous tuer en tombant dans l'escalier que de se tuer dans un avion. Ça fait toujours c'est bizarre à entendre, mais ça permet de rassurer aussi les personnes un peu plus sceptiques. Tiens, pour faire le lien avec une émission qu'on a fait avec Bérangère et Marie sur les femmes dans l'aviation, est-ce que tu pourrais nous dire, alors je sais pas si tu as un ordre d'idée ou on te demande pas le pourcentage précis, mais est-ce que je pourrais pas le donner. Est-ce que tu aujourd'hui, ou même une tendance dans la ligne, est-ce que aujourd'hui il y a de plus en plus de femmes qui deviennent commandants de bord ou first officier, et est-ce que, parce que malheureusement c'est un sondage qui est encore d'actualité, toi ça te poserait problème par exemple d'être avec une commandante de bord? Il y en a de plus en plus, mais ça reste quand même marginal. Il y en a, on en voit. Après, en sortie d'école, ça sera toujours sur une classe de 20-30 élèves, on verra 2 ou 3 femmes qui sortiraient. Moi, j'en vois rarement, peut-être aussi parce que je vole qu'avec des commandants de bord. Donc aussi qui ont été formés avant, où il y en avait encore moins. Donc finalement, on en voit, de mon point de vue, j'en vois très rarement. Après, du côté officier pilote de ligne, on en voit quand même, mais ça reste une minorité. Alors je me suis demandé si c'était c'est l'aviation qui n'intéresse pas, mais c'est pas forcément le cas, parce qu'on a justement beaucoup de gens qui en tout cas de femmes, qui postulent pour devenir hôtesse de l'air. Donc c'est que l'aviation intéresse quand même. Mais c'est vrai que le côté technique du pilotage, on en peut-être voit un peu moins. Après, il y a peut-être aussi des barrières à passer, un peu comme celle que j'ai eue où je me disais j'en suis pas capable parce que je suis pas bon en ça.
il y a peut-être encore aussi des barrières qui restent là, mais bon, l'avenir nous le dira. Oui, effectivement, oui, c'est en toute logique, comme tu dis, les pilotes les plus vieux étant encore d'actualité. Effectivement, ça peut laisser la place par la suite. Si on revient sur ton hygiène de vie, tu nous parlais un petit peu des horaires, etc. Est-ce que tu as des conseils ou toi des choses que tu appliques ou est-ce que ça te demande quand même une certaine hygiène de vie? Écoute, moi s'il y a des gens qui pourraient me donner des conseils, je suis preneur parce que j'ai toujours pas trouvé l'équilibre. Ouais. Alors c'est sûr qu'en étant à 2 endroits différents, donc en Irlande et en France, j'ai la chance en France d'avoir Megan qui pense à toutes les choses à acheter et qui fait ce travail-là. C'est sûr que quand je me retrouve en Irlande, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Compliqué parce que j'y suis finalement que 4 ou 5 jours sur 10. Et finalement beaucoup de choses que je vais acheter vont soit pourrir, donc j'ai fini par acheter des plats tout préparés parce que c'est ce qui prend le moins de place dans un frigo, parce que je partage aussi donc une maison avec d'autres personnes, donc on a un frigo qu'on doit partager, donc j'ai pas la liberté de pouvoir acheter tout ce que je veux. Et puis au niveau du sport ou en tout cas des activités, c'est assez compliqué. Disons que quand je suis dans une semaine du matin, où on va se lever à 3h du matin, une fois sorti de l'avion, on va dire, je quitte à 2h, le temps de rentrer chez moi, de me doucher, de me changer, il va être 3h30, 4h. Et c'est là où je vais avoir le petit coup de fatigue. Ouais. Donc on se sent un peu zombie. Où on a du mal, et justement j'essaie de me forcer à pas aller me coucher trop tôt aussi pour pas te redécaler ensuite. Mais je me pousse un petit peu, mais j'ai vraiment pas le goût d'aller à la salle de sport ou quoi que ce soit. Donc les semaines du matin c'est compliqué. Après il y a des matins qui sont plus faciles, où tu vas commencer un petit peu plus tard vers les 8h du matin, ce qui est un rythme un peu plus normal, et tu vas même terminer assez tôt. Donc midi, voire 11h, ça m'est déjà même arrivé de terminer à 9h30 du matin, en ayant commencé tôt, mais voilà, ça me laisse le temps de faire une petite sieste et puis après de faire d'autres choses. Mais c'est très aléatoire. Mais tu dirais que c'est un rythme qui est propre un peu à tous les pilotes, où tu arrives à voir le mec qui arrive lui à aller à la salle et qui arrive... Oui, mais d'une façon générale, vous êtes quand même un peu tous dans le même mood. Après, on galère un peu tous à trouver un petit peu un rythme. Après, je vais pas parler au nom de tous mes collègues pilotes, parce que forcément, il y a des compagnies où le rythme il est complètement différent. Mais en tout cas, personnellement, je le trouve assez compliqué. Les semaines où je suis du soir, ça va être autre chose. On rentre à 3h du matin, donc jusqu'à 10-11h, on dort. Et une fois qu'on se réveille, il faut limite déjà se préparer pour aller travailler. Donc c'est compliqué. Pas impossible, mais compliqué. J'arrive quand même à essayer de faire des choses en extérieur, mais c'est plus compliqué. Alors j'imagine tout ce qui est alcool, substances, etc. Interdit. C'est facile. Alors est-ce que vous avez des contrôles surprises, par exemple? Ça m'est déjà arrivé d'avoir un contrôle. Mais ça n'arrive pas non plus souvent. Après, je pense que on a tous ce côté où on n'a pas envie de risquer autant d'investissement, puis c'est sûr que c'est un métier qui paye bien, et le problème c'est que cette formation-là, elle nous permet que d'être pilote. On peut rien faire d'autre à côté. Donc t'as pas envie de la... Donc c'est sûr que le jour où tu perds ton travail parce que tu as été pris ivre ou avec de la drogue, bon courage pour retrouver un boulot, en tout cas évidemment. Donc il y a quand même une bonne conscience collective. Même les gens qui ont tendance à avoir la bouteille facile, je le vois, sont plutôt non, je travaille demain matin, donc non. Non, mais c'est rare de voir des gens qui vont dire non mais moi je m'en fous, je bois quand même. Non, c'est vrai ça doit arriver. Oui effectivement, mais il y a un peu cette mentalité où tout le monde va se préserver de ça, et on se rend bien compte aussi des passagers qu'on a derrière. Il n'y a pas que nous, il y a nos vies, mais il y a aussi d'autres personnes, donc je pense que là-dessus tout le monde
tout le monde joue le jeu. Tout le monde joue le jeu. Bon, avant de te poser la dernière question, une avant-dernière question. C'est pareil, c'est une question qui n'est pas de moi, mais c'est une question que j'ai demandé à une personne neutre. Quelle est l'ambiance entre PNC et entre les navigants et vous, les techniques, les PNT? Est-ce que c'est toujours une bonne ambiance qu'il y a entre vous? Est-ce qu'il y a un côté rivalité? Comment que ça se passe? On a l'impression que c'est toujours cool. Alors, pas de rivalité, pas du tout. Okay. Après, on se voit quand même de moins en moins, enfin, avec toutes les normes de sécurité qu'on a. Ouais. Finalement, nous, on est vraiment enfermés dans un poste de pilotage. Donc, même pour aller aux toilettes, c'est toute une procédure pour pouvoir sortir. Ouais. Donc, finalement, on se voit, aujourd'hui, en tout cas dans ma compagnie, on se voit très, très peu. Ouais. Il faut savoir qu'on ne dort pas dans d'autres endroits. On revient toujours à la base. Okay. Donc, chaque personne rentre chez lui après le vol. Ouais. C'est sûr que quand on passe du temps dans un hôtel, dans un autre pays, on a plus de temps de rencontrer du monde. Nous, c'est pas le cas. Et surtout, dans la compagnie où je suis, c'est une compagnie low cost. Donc, du coup, le temps au sol est très, très court et très limité. On nous demande d'être le plus rapide possible. Donc, une fois qu'on rentre dans l'avion, c'est direct. On est dans ce qu'on doit faire. Et finalement, le côté où on va collègues sympas, où on va parler autour d'un café, ça peut arriver quand on va avoir du retard ou quoi que ce soit. Mais ça reste assez rare finalement. C'est très très rare. Donc finalement, je vole avec eux, je vais les voir, je vais leur dire bonjour et puis on va être genre copains pendant le vol, mais encore on va se voir que quelques minutes. Ouais. Et puis une fois que le vol est terminé, chacun rentre chez lui. Et finalement, on a, en tout cas dans ma compagnie, et puis à savoir que c'est une grosse base, donc on rencontre du monde tout le temps, on n'a pas le temps de... Il n'y a pas cette possibilité-là de... Mais après, tous les échanges sont hyper courtois, on se respecte, et puis c'est même si on ne se connaît pas, bah finalement on fait partie de la même boîte, donc on a les discussions autour de la boîte, autour des choses, puis on vit quand même des choses qui sont assez similaires, donc on a quand même des points en commun, mais on ne se parle pas énormément. Ok, tiens, une question qu'on m'a posée quand vous parlez en français ou en anglais? Ça dépend. Bonne question. Ça va dépendre. La plupart du temps, ce sont des gens étrangers, donc c'est la langue commune, ça va être l'anglais. Ouais. Après, si je suis amené à voler avec un autre pilote français, le français va reprendre un petit peu. Après, sur tout ce qui est procédure, ce ne sera fait qu'en anglais. Et je crois que j'aurais du mal, si on me le demandait à le faire en français. J'aurais vraiment du mal. Et du coup, tu arrives à le savoir si tu es avec un commandant français on va le voir peut-être par le nom. Ouais. Mais finalement, avant que j'arrive dans l'avion et que je me présente et puis qu'on commence à se demander d'où tu viens, non, je le saurais pas. Donc, c'est-à-dire que le personnel... Alors, pour en revenir au PNC, donc c'est-à-dire que les PNC, on peut tomber sur des personnes étrangères qui nous parlent français, du coup. Ça peut arriver, des gens qui ont appris le français. Après, c'est bien souvent des Français qui parlent français. Ouais. Mais ça m'est déjà arrivé d'avoir des Espagnols qui parlaient très très bien français et qui du coup étaient hyper contents de pouvoir parler un petit peu. Après, on évite de le faire, surtout quand il y a d'autres personnes à côté. C'est-à-dire que s'il y a d'autres stewards et hôtesses, par respect, vu qu'ils ne peuvent pas comprendre, on parle la langue commune, c'est l'anglais. Okay. Donc si on n'est que tous les deux, on va pouvoir peut-être parler en français. Et puis une fois qu'une autre personne arrive, hop, on switch en anglais. Ok. Mais c'est vrai que dans le cockpit, vu qu'on n'est que deux, si l'autre personne est française, bah forcément le français pas en français. Mais encore j'insiste, c'est vraiment que sur les conversations privées entre guillemets. Tout le côté officiel est en anglais. Bon, ok. Avant de passer à la vision de l'activité par ta compagne, je voulais te poser une dernière question. Est-ce que tu pourrais, alors, avant de te donner le mot de la fin également, s'il y a des choses qu'on a oublié d'aborder, évidemment, on en reparlera, mais est-ce que tu pourrais nous raconter une petite anecdote? Est-ce que tu as un petit truc sympa, un truc loufoque ou je sais pas,
qui te serait arrivé ou pas nécessairement toi, mais en tout cas que tu as vécu, un petit truc qui sort un petit peu du lot ces derniers temps. Peut-être un petit truc qui est arrivé un mec récemment. qui coupe les 2 moteurs au décollage, par exemple, ou des trucs comme ça. Non, malheureusement, j'ai pas beaucoup d'histoires comme ça. Tout le monde fait plutôt attention. Mais un truc qui m'est arrivé, donc il y a en fin de l'été. Oui. Du coup, on rentrait. Ouais. On va rentrer dans le côté un peu conspi et tout. Ouais, mais du coup, je fais un vol, donc c'est peu de temps après le coucher du soleil. Ouais. On remonte, donc on est parti de Tenerife pour aller en Irlande. Et sur le retour, avec donc le commandant de bord, on commence à parler de mais t'as déjà vu des trucs, est-ce qu'il s'est déjà passé quelque chose? Et il me dit non, pas vraiment, mais des lumières de temps en temps qui passent, où on sait pas, c'est beaucoup plus haut que nous, on voit. Et comme un fait exprès, donc on continue à parler d'autres choses, et puis là, en le regardant, je bloque donc sur le côté du hublot, et je vois des lumières. Énorme. Qui bougent de façon très erratique. Donc ça se déplace. Donc il y a 2, 3, 4 lumières en même temps. Donc il y en a qui sont très très fortes. Ouais. Beaucoup plus fortes qu'un phare d'avion, même s'il était allumé, alors qu'ils sont éteints en général pendant le vol. Ouais. Mais assez fort, assez intense, beaucoup plus qu'une étoile ou quoi que ce soit. Et qui se déplacent. Donc je veux dire, il y en a, ils vont partir dans tous les sens, ils vont s'écarter, puis d'un coup ils disparaissent, et d'un coup ils reviennent, ils se rencontrent encore sans se toucher ni quoi que ce soit, et ça part dans tous les sens, ça peut monter, descendre, c'est dans tous les sens, donc un peu bizarre. Mais du coup j'ai quand même été poussé pour savoir mais d'où ça vient. Et du coup, en parlant avec d'autres personnes et en regardant quelques vidéos YouTube, en fait, c'est très facilement expliqué. Et il s'agit simplement donc, de satellites qui tournent autour du Soleil, autour de la Terre. Et que du coup, on en voit plusieurs donc, qui sont sur des orbites différentes. Oui. Ce qui donne cette impression que les choses vont s'éloignent les uns des autres ou se rapprochent, ou il y en a un qui va de droite à gauche puis d'un coup il monte ou il descend, simplement parce que c'en est plusieurs qui passent dans des orbites différentes. Et le fait qu'en fait on arrive donc tout juste sur la nuit, ce qui se passe c'est que le soleil qui est derrière la courbure de la Terre éclaire toujours donc, ces satellites qui vont d'un coup briller très très fort. Puis une fois qu'ils vont bouger, ils vont passer dans l'ombre de la Terre. Et du coup, on va avoir l'impression qu'ils disparaissent. Mais du coup, la première fois qu'on voit ça, même si on reste très terre à terre et qu'on... Tu t'es dit, c'est bon, je viens de voir des ovnis. C'est un peu ça où en tout cas, on se demande, mais mince, j'arriverai pas à l'expliquer. C'est-à-dire qu'on voit quelque chose, on se dit, bon, des avions de ligne, on en voit tout le temps. Des lumières dans le ciel, on en voit tout le temps, ça bouge. Alors c'est sûr que si un avion vient vers nous et nous on va dans la même direction, on a l'impression que ça se déplace beaucoup plus rapidement. Mais c'est toujours à des altitudes assez proches de la nôtre. Là, on voyait vraiment quelque chose de très très haut et qui se déplaçait très rapidement. Et puis de toute façon, vous êtes contrôlé, donc a priori, vous pouvez pas avoir 2 avions qui... Après, on peut avoir juste 1000 pieds, donc 300 mètres décalage, à peu près, de décalage entre chaque avion, donc c'est relativement proche. Mais c'est la seule histoire que je vais avoir. Non, mais c'est déjà pas mal. Bon, écoute, merci à toi, Raph. Avec plaisir. Je te fais pas encore les 10 questions flash parce que du coup, je vais vous les poser à tous les deux. D'accord. Comme ça, on verra un petit peu vos réponses différentes. Est-ce que tu veux aborder un autre sujet auquel j'aurais pas pensé? On a un peu tout vu. Je pense qu'on a brossé un petit peu le tour du... On est bien passé. Bon. Alors du coup, tu le sais, c'est plus une surprise. Au départ, je voulais que ça soit une surprise, mais bon, c'était un peu compliqué. Mais on a invité donc ta compagne Mégane qui va pouvoir nous parler un petit peu, elle, de sa situation de compagne et comment elle vit un petit peu les choses à son quotidien. Alors, ma première question, c'était de savoir quelle est, toi, ta façon de t'organiser, parce que du coup, Raph vient de nous expliquer qu'il ne rentre pas tous les jours à la maison.
Comment ça se vit, comment toi tu vis cette chose, voilà, tout simplement au quotidien? Alors quand c'est arrivé, ça a un peu chamboulé nos vies. Ouais. On a réfléchi, on en a discuté tous les deux, on s'est même dit voilà comment on fait, est-ce qu'on reste ensemble, comment ça va se passer. Et puis on s'est dit allez, on continue. Moi j'étais très fière et très contente qu'il réalise son rêve. Ouais. Donc le but c'était de trouver une solution pour que ça fonctionne bien pour tous les deux. Sauf que moi ayant une entreprise ici, Ouais. je pouvais pas non plus le suivre n'importe où il allait, et c'était ça un peu qui bloquait. Donc ce qu'on a fait, donc, c'est que en fait moi j'ai la chance du coup de pouvoir travailler de chez moi, de pouvoir choisir mes horaires, et c'est ce qui nous permet de nous voir sur les jours où il est là et de vraiment profiter. Et en fait j'essaye de faire un maximum de choses quand il est pas là, toutes les choses un peu chiantes de la vie de tous les jours. J'essaye de faire en sorte que quand il arrive il soit bien et qu'on profite et qu'on s'amuse quand il est là, et comme ça quand il repart En gros, qui est plus à gérer de quotidienneté dès qu'il revient. C'est un peu exactement c'est ça. ça. Du coup, j'échappe au ménage. Il échappe à tout, ouais. Ça. Du coup, est-ce que le rythme que lui est obligé d'avoir dans son job, il nous expliquait quand même qu'il y a une amplitude horaire un petit peu spécifique avec des horaires qui changent, etc. Est-ce que toi, ça te perturbe au quotidien? Est-ce que ça a un impact sur, alors peut-être pas forcément ta façon pro, mais ne serait-ce que ta façon de vivre personnelle? Quel impact ça peut avoir si ça en a un? Alors le plus dur c'est de passer de on se voit tout le temps, tous les jours, parce que moi quand je l'ai connu il finissait sa formation et il cherchait une compagnie du jour au lendemain il te dit qu'il a trouvé sa compagnie, donc t'es mitigé entre t'es heureuse parce que il va enfin réaliser son rêve, et t'es aussi triste parce que tu sais que ça va, le rythme se finit. C'est ça. Et donc il est parti 2 mois et ça m'a fait tout drôle. Ça m'a vraiment, je me suis pris une petite claque. Je me suis dit ah oui ok, je savais que ça allait arriver, mais je pensais pas que ça allait être aussi dur. Après, en fait, on s'y habitue. C'est sûr que on est un peu plus seul quand on est chez soi, mais ça n'a pas perturbé ma vie personnelle. Est-ce que tu dirais même que finalement tu t'es mieux adapté et ça t'amène une autre vision des choses, ou peut-être tu me dirais ça t'apporte aussi peut-être plus de temps personnel pour toi, et est-ce que ça vient en faveur du coup de votre vie de couple? Ouais, c'est ça en fait. On peut pas être l'un sur l'autre du coup. Oui, voilà. En fait, au début, c'est dur, et puis après, on se dit il va falloir que je m'occupe, que je pense à moi, et ça permet aussi de réfléchir sur comment on va faire, et du coup, je prends du temps pour moi, et puis c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se revoit, c'est toujours pour du plaisir, donc on n'a pas ce quotidien ou ces habitudes, donc Est-ce que son rythme du coup toi tu en fais complètement une chose à part, ou est-ce que tu as aussi adapté ta façon de bosser par rapport à son rythme de travail, ou tu t'es dit non, moi je reste sur mon on va dire archétype de 8 heures jour, et peu importe le timing quand il s'en va ou quand il est là, entre guillemets, est-ce que ça a un impact, ou tu t'es adapté également s'il est plus du matin, et par exemple où il va revenir le soir, tu vas te dire moi je vais commencer plus tôt pour pouvoir aussi être libre au moment où il va revenir? Alors non, je me suis pas adaptée quand il est à Dublin. Pour le coup, je m'adapte pas du tout parce que j'ai pas trop de nouvelles de lui. Ok. Surtout quand t'es du matin, c'est ça? Plutôt du soir. Quand il est du soir, alors là j'ai vraiment 0 nouvelles. Donc ça aussi c'est vrai que c'est dur parce qu'on n'a pas de message, on n'a pas d'appel, on sait pas trop comment ça se passe. C'est ça. Il te prévient quand même quand il est posé. Un truc tout con, mais tu vois, dans le loisir, moi j'ai toujours la deuxième chose que je fais quand je suis posé avant de dire au revoir à la tour, c'est d'envoyer un message à ma femme en lui disant c'est bon, j'ai les 3 roues par terre. Est-ce qu'il fait pareil avec toi ou pas? Ouais, il fait pareil.
pareil. Je le fais, mais du coup, c'est à 3 heures du matin. Surtout qu'il y a une heure de décalage. Donc, en France, il est 4 heures du matin. Donc, il y a peu de chances qu'elle le voie. Mais ouais, j'essaye. Mais c'est plus compliqué. Ouais, je sais quand même que j'aurai toujours un message quand il atterrit. Donc, ça va, ça me rassure. Je sais que je l'aurai le lendemain. Okay. Mais ça, du coup, je fais pas trop en fonction de lui. Après, j'ai essayé d'adapter mon rythme à quand il rentre. Essayer de moins travailler, mais en fait c'est trop dur quand on a sa boîte, on a forcément des clients et pas mal de choses à faire, donc j'ai pas réussi à trouver ce rythme là, donc en soi j'ai gardé en fait mon samedi dimanche un peu comme tout le monde où je travaille pas, et quand on a la chance qu'il soit là le samedi dimanche, on profite à fond le week-end. Ok. Allez, pour faire simple, alors si tu devais faire un bilan un petit peu, les choses positives et les choses un peu moins cool que tu trouverais à cette situation. C'est dur. Les choses positives, je dirais que du coup c'est de pas avoir j'ai perdu le mot, mais ouais, voilà, de pas avoir de routine et de toujours se retrouver et de se dire on va profiter à fond, on se voit que 4 jours, donc autant y aller à fond. Ouais. Et puis c'est aussi de voir son compagnon épanoui et heureux dans ce qu'il fait et qu'il puisse réaliser son rêve. Après, dans les choses plus négatives, ça va être plutôt la solitude. Mais après, voilà, je pense qu'on s'adapte, il faut faire des concessions, et on sait que plus tard, on fera en sorte en fait d'être proche de sa base. Il faut aussi pouvoir s'adapter en fait à lui. Je sais que voilà, lui c'est son rêve, sa passion, donc moi je vais m'adapter après, et puis le suivre. Ça demande beaucoup de sacrifices. Ouais, on s'en rend pas compte, et je pense que c'est important d'en parler. Il y en a beaucoup qui me demandent à chaque fois est-ce que ça a été dur la formation, enfin on reste sur l'aspect d'apprentissage. Ouais. Finalement, ce côté-là était plutôt simple. Par contre, tous les sacrifices qu'il faut faire, c'est compliqué. C'est que ce soit son temps. Donc, quand les gens vont aller boire un verre, aller faire des soirées, toi tu restes là. Ouais. C'est aussi sur le pays où tu vas être, où tu n'as pas forcément choisi. Et il y a aussi la distance avec la copine, où je l'avais réalisé. Ouais. Quand je lui en parlais, j'avais tendance à insister en me disant tu sais, ça va être difficile, il va y avoir ça, où j'insistais beaucoup. Ouais. Puis elle avait tendance à me dire oui, je sais, tu me l'as dit. Et je pense qu'aujourd'hui, elle s'en rend beaucoup plus compte. C'est sûr que le fait de le dire, c'est quelque chose. Mais ouais, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Et quand on se lance dedans, c'est surtout ça qui va être dur. Ouais. C'est vraiment l'aspect le plus compliqué, de devoir gérer justement les distances, de ne pas être là aux anniversaires, à tout ça, de devoir passer beaucoup de temps ailleurs, et de rentrer après on peut trouver une compagnie où on est directement à 10 minutes de là où on habite, et puis rentrer tous les jours à la maison, et que ce soit parfait. Si c'est le cas, dans quelques années ça sera parfait. Ouais, c'est ça, c'est l'objectif qu'on s'est donné en fait, et c'est ce qui nous pousse du coup à continuer et à trouver aussi une compagnie, une base qui nous permette de pouvoir vivre comme ça. En fait, c'est un sacrifice, c'est un objectif commun quelque part. Le fait d'avoir son compagnon qui est pilote de ligne, finalement, tu donnes aussi quelque part de ton sacrifice personnel, en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Une dernière question, à moins qu'il y en ait d'autres que j'ai pas vues et qu'il y aurait d'autres choses que tu pourrais aborder. C'est le côté accompagnement en vol. Est-ce que tu as déjà accompagné Raph en vol ? Et si oui ou non, enfin en tout cas sinon, est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais faire ou pas ? Et tu peux aussi répondre, Raph, si ça se trouve tu pourrais ne pas vouloir avoir ta compagne. Ah non, pas vouloir. Non mais c'est une question qu'on m'a. Alors c'est pareil, ça fait toujours partie des questions neutres un peu que j'aime bien avoir. Mais voilà, est-ce que tu as déjà accompagné Raph en vol pro, on va dire ? J'imagine qu'en vol loisir, oui. Oui, non, en vol pro, j'ai encore jamais eu la chance de l'accompagner, mais j'aimerais beaucoup. Et ça, c'est aussi un objectif qu'on s'est dit. Vraiment. Je l'ai
déjà fait en loisir et ça, j'adore. Du coup, en pro, j'aimerais beaucoup. Ouais. Bah tiens, alors du coup, quels sont du coup, je vais rebondir un petit peu sur la question, mais toi, comment tu vois le fait de voler? Tiens, quelles sont tes sensations sans forcément être pilote, mais en tant que compagne de pilote, quelque chose que tu vis bien ou pas? Ouais, bah dans ce que vous disiez tout à l'heure, je me retrouvais totalement parce que moi je connaissais pas du tout. La première fois que j'ai volé, c'est avec Raph, et la sensation était incroyable. En fait, j'ai pas parlé de tout le vol tellement j'étais waouh en fait. C'est vrai, d'habitude je parle beaucoup, mais alors là, ça m'a coupé le souffle. Et c'est ça, cette sensation de liberté, même sans piloter, juste regarder les nuages et être au-dessus de tout. Et en fait, t'oublies tout. Ouais. C'est incroyable. Pas de peur, pas d'appréhension en fait. Un petit peu, mais en fait, une fois que t'es en haut, bah, tout s'en va. Je trouve. Vraiment. Surtout que cette fois-là, on avait vraiment des conditions parfaites. Il y avait des ballons qui volaient dans le coin. On avait eu le coucher du soleil. Enfin, il y avait vraiment tout qui était vraiment parfait. Ok. Ouais. Vraiment. Et après, ça m'a. Enfin, j'ai adoré. Du coup, je me suis mis sur Flight Simulator et tout pour commencer un petit peu. Ouais. Et puis. Ah, mais elle te fait des appontages. Ok, oui, donc finalement, bientôt on va te retrouver dans un podcast et tu vas venir augmenter la part féminine. Ouais, peut-être un jour. Mais c'est cool. Bon, mais c'est très cool. Est-ce que tu as d'autres choses que tu voudrais aborder, d'autres questions dont on n'a pas abordé par rapport au sujet? Oh bah non, écoute, je trouve qu'on a fait le tour. Hein. Bon, bah c'est cool. Alors finalement, je vais vous poser je sais pas si vous avez vu dans l'interview, mais il y a 10 questions flash. C'est aussi une tradition qu'on a chez Pilote Podcast. Il faut répondre avec un mot. Alors pour Raph, un seul. Ouais, un seul mot, mais tu vas voir, à chaque fois c'est un choix ou deux. Voilà, alors c'est axé finalement pro un petit peu plus. S'il y a des choses que tu comprends pas, mec, t'hésites pas à me le dire. On fera les choses un peu plus cool. Mais voilà, l'idée c'est de comparer vos questions et puis un peu d'avoir une redondance par rapport aux différents invités. Je commence honneur aux dames. La première question, c'est es-tu Boeing ou Airbus? Bah, du coup, je soutiens forcément Raph, donc je suis Boeing. Toi, Raph, je te pose la question tu pourrais me dire Airbus? Je connais pas très très bien Airbus, mais disons, mon cœur balance un peu plus côté Boeing, malgré tout ce qui se passe en ce moment avec eux. Ok. Vol de voltige ou plutôt vol pépère promenade? Voltige, hein, c'est mon rêve. C'est vrai? Ah ouais, j'aimerais trop. Ah cool. Et toi, Raph, voltige ou promenade? Disons, voltige, 18 minutes. Après, ça commence à devenir compliqué. C'est vrai. Ah, il est pas joueur. Du coup, plutôt pépère. Ok. Ah, donc toi, pépère et madame ok. Bon. Du coup, là, ça va peut-être te parler un peu plus, vu que maintenant, tu es sur Flight Sim. Tu préfères voler GPS au VOR ou avec une carte à l'ancienne? GPS, parce que je suis très nulle avec une carte, moi. Alors. Bon, et puis toi, Raph, on va l'adapter. Autopilote ou manuel? Ah, manuel. Manuel, toujours C'est vrai? manuel. Ah ouais, et alors sinon, sur la question GPS, VOR ou carte? Plutôt la carte. Ah ouais? Ouais. Alors, le côté GPS, je pense que tous les pilotes ont un peu ça, mais un peu cette sensation de tricher. Mais du coup, tu vois, il n'y a plus besoin de calculer quoi que ce soit. Pas du tout. Non. Moi, je trouve il y a ce côté où c'est trop facile. D'accord. Alors que le côté carte a un côté un peu jouissif quand tu reviens à l'ancienne, ouais. Exactement, quand tu prends ton cap, quand tu prends ton temps et que tu arrives à avoir ton point que tu avais calculé pile poil, il y a ce côté où yes. Ouais. Je l'ai fait. Ouais, c'est vrai. Et quand tu arrives à destination après 1 heure, 2 heures, 3 heures de vol, où justement tu es passé par tous ces points et à chaque fois tu as fait tes corrections, tu as fait tout ton truc et que tu es arrivé à destination juste avec la carte, il y a un côté où tu es beaucoup plus fier de toi que quand tu as simplement suivi un GPS. Ouais, j'avoue. Ok. On va continuer avec moteur à vol avec moteur ou réacteur. Ah oui, alors là, en gros, tu préfères le petit avion ou
Ah oui, ouais, je préfère le petit avion. Ok. Du coup, ouais. Et toi, Le Raph, petit avion aussi. c'est vrai, t'as moins de plaisir avec le réacteur. Ouais, je sais pas si c'est le côté du travail qui donne un côté très routinier. Ouais. On va faire les mêmes checks, les mêmes choses. J'adore ça, mais j'ai beaucoup plus de satisfaction à voler sur des plus petits Sur des avions, petits avions. où réellement, déjà, t'es beaucoup plus proche du sol pendant Oui. plus de temps, alors que en avion de ligne, très très vite, tu vas monter très haut, et finalement, tu vois les choses de façon... C'est plus flou. Ouais, je comprends ce que tu veux Mais dire. de plus beaux paysages en petit avion, et puis on a le temps. En Ouais. avion ligne, ça va très très vite. En avion, petit avion, on a plus le temps plus le d'admirer le paysage. C'est vrai, j'avoue. Alors là, c'est un peu plus technique. Hein. Tu as le droit d'utiliser un joker. Pour l'atterrissage, vente de face ou travers? Tu peux dire, tu les peux dire. deux. en vrai, j'ai déjà fait les deux, donc Oh, bon, bah, enfin, vécu plutôt. Mais bon, alors facile. je dirais de travers parce que je trouve ça impressionnant quand Raph il atterrit Et avec toi un vent de Avant travers. de travers. Ouais, mais vous Avant êtes de travers. c'est dingue, vous êtes tous. Il y a ce côté où c'est plus challengeant. Ouais, et le défi. Une fois qu'on y arrive, après moi dans ma formation, vu que c'était donc un aéroport qui était sur la côte, Oui. donc on avait toujours un vent de Le travers. vent de On travers. apprenait depuis les premiers vols, c'était par vent de travers. Ouais, ok. Forcément. Vol, je sais pas, c'est pareil, tu auras le droit de dire joker. VFR ou IFR? VFR. Ouais. Ouais. Et toi, Raph, finalement, VFR ou IFR? VFR. Ah ouais, quand même. VFR, ouais. Bon. Kiss landing ou hard landing? Ah bah Kiss Landing c'est mieux quand même. Ok, j'avoue. Et toi? Je sais pas, travaillant en chez Ryanair, je sais pas si on a le droit de dire qu'il T'es mal placé pour parler là, je pense. Hard landing. Ça réveille. Exactement. Au sol ou en l'air? En l'air. En l'air. En l'air, ouais. Bah oui. Je pense que sur cette question, Ouais. personne va. Seul ou accompagné? Accompagné. Ouais, accompagné. Accompagné. Et enfin, avec ou sans moteur? Sans moteur. Je peux J'ai comprendre. jamais fait sans moteur. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que Le j'aimerais faire. planeur, ouais. Le Ouais, le planeur. Je pense planeur, que on doit voir les choses de façon différente. Puis c'est vrai que le silence doit encore plus amplifier Ouais. justement ce côté où on se sent libre. Où voilà. Je pense que ça serait vraiment une très très bonne expérience. Et c'est même, je pense que c'est même relaxant. Moi, quand je Ouais. fais des descentes sans moteur, je trouve Ouais. ça hyper paisible Ouais, ouais, par ouais. rapport au reste du vol où t'as le moteur qui donne. Exactement, qui donne, qui donne. exactement. Je pense que faudrait que j'essaye. Faudrait que j'essaye vraiment. Bon, bah, du coup, à essayer. Tous les deux. Et voilà, exactement. Bon, voilà, les amis, cette émission touche à sa fin. Est-ce que vous, tous les deux, vous avez quelque chose à rajouter ou est-ce qu'on a la sensation d'avoir brossé un petit peu le tour? Le dernier mot, je donne toujours le dernier mot aux invités. Alors, si vous avez quelque chose à... Non, mais juste pour tous ceux qui sont intéressés ou en Ouais. tout cas qui veulent aller vers ça, savoir que c'est pas si compliqué que ça. Ouais. C'est vraiment pas quelque chose. Faut pas s'arrêter sur le truc de j'étais nul à l'école. Oui, j'étais nul aussi à l'école. Je le redis à chaque fois parce que vraiment moi c'est ce qui m'a bloqué pendant beaucoup d'années. Puis finalement en ayant travaillé en tant que steward et d'avoir vu certains pilotes et heureusement en ayant vu aussi des gens, je me suis dit oula, si lui peut le faire, moi je peux le aussi, faire. je peux le faire. Mais ça m'a poussé un peu plus, où je me suis dit, ouais, non, c'est réalisable. Donc, réellement, à tous ceux qui écoutent et qui sont encore en train de se demander, non, c'est pas si compliqué que ça. Au final, à partir du moment où on se donne les moyens et qu'on travaille, il faut quand même travailler. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est pas parce qu'on a été mauvais à l'école ou qu'on n'a pas de facilité d'orientation ou de quoi que ce soit qu'on est voué à rater. Au contraire, à force de travail et à force de se mettre dedans, on finit par y arriver. Et réellement, dans toute la formation, la formation qui a été pour moi la plus difficile était celle d'instructeur. Oui. Toutes les autres formations, ça allait. Oui. Ça allait. Donc au final,
comme disait un célèbre acteur, oublie que t'as aucune chance. Exactement. Vas-y, fonce. Mais allez-y. Alors, il y a d'autres limites. L'argent en est une. Oui. Il y a plein de façons d'y arriver. Je sais que moi, ma famille n'était pas non plus riche. On est tous, ma mère est infirmière, mon père est aussi dans le milieu hospitalier. Non mais oui, c'est vrai que c'est bien aussi d'aborder. Voilà, on n'avait pas énormément d'argent de côté. Il y a eu ce côté où justement c'est pour ça que j'ai commencé tard, c'est parce que j'ai dû mettre l'argent de côté. Il y a aussi le côté chance où j'ai mon grand-père qui m'a suivi et qui m'a aidé dans ça. Là pour le coup, je peux pas dire, il y a un facteur chance. Il y a un facteur chance aussi. Après il y a d'autres façons de trouver de l'argent. Je suis resté très très longtemps à dire non mais j'ai pas l'argent donc j'aimerais bien, je me mettrais à fond mais j'ai pas ça. Et finalement on reste derrière des espèces de barrières imaginaires, et à partir du moment où je me suis dit non mais je vais quand même essayer, c'est quoi de l'argent, j'essaierai de le trouver. À partir du moment où dans ma tête c'était clair, on y va, à ce moment là tout s'est débloqué. Voilà. J'ai eu mon grand-père qui m'a proposé, alors ça n'a pas été la totalité, ça a été qu'une partie, mais au final j'ai aussi ma mère qui m'a un peu aidé, mon frère qui m'a aidé, j'ai la banque qui m'a aidé. Ouais, non mais c'est ça. Il y a eu tout le monde, enfin tout s'est bien réuni, goupillé, et puis j'ai pu le faire. Donc oui, c'est sûr qu'il y en a qui partent avec de meilleures cartes que d'autres. Certes, ouais. Après, c'est le jeu que tu vas en faire, et il faut y aller. Si c'est vraiment quelque chose que vous voulez faire, foncez. Foncez. Oh, mais c'est un très beau mot de la fin, ça. Cool. Merci à vous en tout cas. Merci vous de l'autre côté qui êtes sur Spotify, Apple, Deezer, Amazon également. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, ça nous fait vraiment plaisir en tout cas. N'hésitez pas, commentez, posez des questions, je transmets les questions, je reçois des questions. On est aussi sur YouTube, l'audio est retranscrit sur YouTube. Quand vous avez des questions, je les retransmettrai à Raph si vous en avez. N'hésitez pas en tout cas. Merci à vous et on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao. Pilote Podcast. Pilote Podcast. Écoutez, comprendre, découvrir, voler. Bienvenue chez Pilote Podcast. Ici, c'est le podcast de ceux qui aiment, qui pratiquent ou qui sont passionnés d'aviation. Vous retrouverez tout ce qui concerne l'aviation, les clubs, les pilotes, les métiers de l'aérien sous forme d'interview. Cet espace vous est également ouvert, alors n'hésitez pas et contactez-nous dès à présent par mail à pilote.podcast.contact@gmail.com.